Transfigurer l'univers du jeu vidéo League of Legends en l'une des meilleures saisons d'animation de l'histoire fait déjà d'Arcane un accomplissement qu'on pourrait sans doute qualifier de chef-d'œuvre, mais sera-t-il possible de renouveler pareil exploit avec une saison 2 qu'on sait déjà devoir être la dernière? Nous avons un début de réponse avec les 3 premiers épisodes disponibles sur Netflix. Voilà qui pourrait nous laisser curieux quant aux coulisses de création, et puisqu'on parle de coulisses, si on évoquait celle d'une œuvre majeure de la pop culture. Je dois vous avouer un truc, je ne suis pas toujours super client des coulisses de tournage et autres documentaires sur l'envers du décor, disons que ça dépend un peu du sujet, et beaucoup, surtout, de la façon dont c'est présenté. Initialement, je pensais que finir le livre Les guerres de Lucas serait plus une corvée qu'autre chose, ou du moins que ça ne me passionnerait pas vraiment. Et pourtant c'est vrai, je fais partie de ceux dont l'enfance a été marquée par la première trilogie Star Wars, et justement le livre retrace l'histoire de la création, du tournage et de la sortie de La Guerre des Étoiles. Vous l'aurez déjà deviné puisque j'ai accepté de vous en parler, je m'étais trompé sur ce livre, et pas qu'un peu, j'ai rarement autant aimé un livre ou une BD que je pensais initialement trouver bof-bof. Et je suppose que ce n'est pas pour rien que Les Guerres de Lucas a raflé des récompenses comme le prix Fnac France Inter, le prix France Info et le prix Canal BD Pass Culture. Ils sont tous mérités, il faut dire que George Lucas lui-même a adoré ce livre qui traite en détail d'une période déterminante de sa vie. Si j'ai autant aimé, c'est tout simplement parce que c'est passionnant et rythmé du début à la fin avec des illustrations qui accompagnent parfaitement le texte. C'est évidemment passionnant si on adore Star Wars, sachant qu'on y apprend des tas de détails. Toutefois, j'insiste sur le fait que ça l'est tout autant si ces films n'ont pas une importance particulière pour vous, car l'histoire de cette création est non seulement dingue et haletante, mais elle est surtout racontée avec une énergie irrésistible et contagieuse. C'est l'histoire d'un succès impossible auquel personne ne croit, pas même son propre créateur. C'est le triomphe de l'imaginaire et de la détermination face à une machinerie totalement dédiée au fric, même si cette victoire a failli coûter humainement très cher. Je n'ai eu qu'une envie après l'avoir terminé, convaincre d'autres personnes de le lire. Voilà pourquoi je pense sincèrement que c'est un excellent cadeau potentiel pour Noël, un anniversaire ou juste pour vous faire plaisir. Un livre dont le succès rare n'est pas dû au hasard avec son adaptation dans 17 pays déjà. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'une suite se prépare pour octobre 2025 et ce sera toujours aux éditions Deman, donc notez bien ce titre, Les Guerres de Lucas. Je le recommande à fond, sans réserve, et je suis convaincu que ces 200 pages sauront vous plaire tout autant qu'à moi. C'est un vrai petit bonheur. Et oui, il faudra se contenter de 9 épisodes pour conclure aussi bien que possible les histoires et trajectoires d'autant de personnages fascinants. Alors c'est quasiment impossible, et cette pression se ressent parfois sur les 3 premiers épisodes d'Arcane saison 2, dont je vais ici vous parler immédiatement avec spoiler, puisqu'il va de soi que je vous recommande de les voir. La pression, de manière générale, est un thème central de la série. Comme le souligne Heimerdinger, l'adorable petite érudit à fourrure qui dépasse les 300 ans, toute action entraîne une réaction, et cela se vérifie à tous les niveaux structurels de ce monde, celui de Runeterra. Au niveau intermédiaire, pour commencer, on sait que la cité haute de Piltover et la basse ville de Zaun forment un système clos qui a tout de la cocotte minute. Voilà qui est fort à propos pour un monde aux influences steampunk, toutefois toute cette dévastatrice vapeur se déverse sur Zaun dans une pression suffocante. Et voilà pourquoi l'explosion de fumée colorée qui survient dans l'épisode 3 est aussi forte symboliquement, d'autant plus qu'elle ne fait qu'éclabousser de couleurs une cité haute qui n'est que trop habituée à son monde organisé, policé, ordonné. Car oui, quitte à faire passer la palisse pour un tribun novateur, je vais souligner qu'on assiste encore et toujours à l'opposition entre l'ordre et le chaos, chacun porteur du pire comme du meilleur. Je parlais de niveau intermédiaire pour les cités jumelles, c'est parce qu'il existe un niveau macro qui commence à être exploré dans ces épisodes, et c'est d'abord celui de l'arcane, mise sous pression par l'usage intensif de l'extech, sachant que l'arcane englobe et infuse le monde entier, pour le peu qu'on puisse en deviner du moins. La réaction, soulignée par le professeur Heimerdinger, toujours lui, se fait ressentir dans la Terre elle-même, celle dont Piltover, comme Zaun, semble profondément déconnectée, à l'exception notable de l'arbre immense servant de refuge à Echo, sa bande et leurs protégés. En économie, c'est ce qu'on appelle assez pudiquement les externalités négatives, des externalités typiques de différents modes de production actuels, et dans le monde d'Arcane, comme dans le nôtre, ce sont d'abord les populations les plus fragiles, les plus pauvres, qui en souffrent le plus fortement, et aussi parfois celles qui sont les plus proches de la nature. C'est à n'en pas douter une manière relativement subtile pour la série de s'exprimer via la fiction sur les conséquences des exploitations d'énergie fossile ou encore d'excavation des terres et minerais rares,
indispensable à diverses industries de pointe, dont les smartphones par exemple, qu'il est totalement inutile et futile de renouveler aussi souvent. Un autre niveau macro, plus prosaïque que l'Arcane, commence à être exploré dans cette saison 2 avec l'importation des enjeux du vaste monde dans Piltover et Zone, au travers du personnage d'Ambessa, la mère de la conseillère Mel, qui amène avec elle des menaces issues de Noxus, notamment avec cette cabale de la Rose Noire. Une menace qui pèse sur Ambessa avant tout, un personnage vraiment fascinant qui nous amène à évoquer le niveau micro du phénomène de pression. En effet, Ambessa déverse cette pression sur Piltover en instrumentalisant Zone dans un exercice de manipulation qui est sans doute le point d'intrigue le mieux amené de ces 3 premiers épisodes, qui ne sont pas sans défaut. Ambessa a poussé les excités sous Shimmer des bas-fonds à mener l'attaque lors de la célébration, pour ensuite pouvoir dérouler son scénario de coup de force. Un scénario qui instrumentalise Caitlyn Kieraman, voilà sans doute de manière plutôt étonnante le personnage le plus central et le mieux développé de ces 3 épisodes. Caitlyn incarne parfaitement ce phénomène de pression au niveau micro et donc individuel. La mort de sa mère, la conseillère Cassandra Kieraman, dans l'attaque terroriste de Jinx, l'envoie dans une spirale de vengeance à la trajectoire étonnamment parallèle à celle de sa proie. Pression du deuil, pression de la culpabilité et de l'obsession de vengeance, tout cela pour finalement exploser sur les malheureux de Zone en transformant en arme un système familial pensé pour soulager et protéger. En effet, au travers de la clé des Kieraman, on découvre que la famille, richissime et influente, est à l'origine, via Cassandra, du déploiement d'un système de ventilation qui doit protéger la cité souterraine du gris, cette odieuse et insidieuse pollution générée par l'industrie en apparence proprette des étincelantes usines de Piltover. Eh oui, Caitlyn et Vi se racontent des fables pour se rassurer quant à la moralité de leurs actes. Apparemment, propager le gris dans Zone ne viserait qu'à chasser les gens pour éviter qu'ils ne deviennent les victimes collatérales de la chasse à la femme lancée contre Jinx. Des moyens plus que contestables et disproportionnés qui ne sont pas sans rappeler certains événements actuels, même si on se doute qu'il s'agit là d'une coïncidence, et en sachant que la série est un milieu de l'horreur qui se déploie dans notre pauvre monde réel. Je vais passer du général au particulier pour évoquer les principaux personnages, leur trajectoire et écriture et le temps alloué inégalement entre eux, mais avant cela, même si c'est pour se vautrer à nouveau dans l'évidence, il faut quand même le dire, nom d'un chien, mais Arcane, qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement beau et stylé que la série n'est pas loin de se regarder le nombril, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour évoquer les défauts. Pour l'instant, mettez-vous à ma place, Qu'est-ce que je suis censé faire sinon enchaîner les superlatifs pour souligner la splendeur qui nous est proposée par toutes les équipes du studio Fortiche. Toujours avec ses inspirations Art Nouveau pour Zone et Art Déco pour Piltover, on retrouve ce mélange 2D 3D qui fait des merveilles, des couleurs gorgées de splendeur, un travail sur l'ombre et la lumière à se damner et une animation jamais prise en défaut même dans des scènes de combat ultra intenses. Le travail sur les visages est exquis à tel point qu'il prend le pas sur une écriture qui souffre sans doute du rythme imposé par l'obligation de conclure. Quoi qu'il en soit, l'expression visuelle est plus parlante que les mots, ce qui est un aboutissement en soi pour une œuvre d'animation. L'affrontement qui marque la cérémonie de commémoration en fin du premier épisode dure 7 minutes et c'est déjà un modèle de rythme et de découpage. Le niveau de violence, de mon point de vue de gros bourrin, est des plus appréciables avec des armes qui tranchent et qui transpercent. On sent qu'on frappe pour tuer. Les décors et arrière-plans en mode peinture sont des œuvres d'art qui justifient pleinement le temps de production bien plus lent que la moyenne du secteur pour chaque image de la série. Celui de Caitlyn et Jace sur le banc au pied de l'arbre fleuri de couleur lilas est une telle merveille qu'on en vient à regretter de ne pas avoir plus de détours par des environnements moins urbains et plus naturels. Voilà pour la beauté de cette saison qui risque de pousser le curseur encore plus loin avec les actes 2 et 3, notamment en termes d'action bien sûr. Je pense qu'on peut miser sur du très lourd étant donné les dingueries des 3 premiers épisodes. Le revers de la médaille, et je l'évoquais auparavant, c'est d'avancer en équilibre précaire sur une corde raide qui menace à tout moment de faire chuter le propos passant de l'esthétisme à l'esthétisant. L'esthétisant, c'est donner trop de place à la beauté formelle, et ici je pense que l'équilibre est parfois rompu quand la série nous propose des séquences en mode clip qui surutilisent la musique pour pallier un certain manque de développement narratif. Alors oui, bien sûr, c'est créatif, c'est joli, mais à tel point que ça m'a sorti parfois de mon expérience de connexion au personnage pour me en remettre brutalement dans mon siège de spectateur en train de regarder une série. En résumé, l'excès de clip tue l'immersion et passe plutôt comme une démonstration de force en mode « t'as vu comme on est trop balèze pour faire des séquences jolies ». Une démo c'est super, mais je n'ai pas besoin de démo mais plutôt de scènes charnières pour venir explorer et affiner les choix drastiques de certains personnages, à commencer par Vi qui accepte de devenir pacifieuse
pour commencer, et qui affirme en plus que Jinx n'est plus sa sœur, ce qui va à l'encontre de toute son enfance et adolescence. On me dira sans doute en commentaire que je suis trop exigeant, mais comment ne pas l'être avec une série qui nous a pondu une première saison aussi maîtrisée dans la construction des éléments fondateurs, non seulement de son histoire, mais de chacun de ses nombreux protagonistes et antagonistes. J'espère que les actes 2 et 3 viendront prouver que le studio n'a pas relâché un peu ce côté construction narrative et émotionnelle en s'appuyant sur ses acquis pour se concentrer surtout sur un visuel hors norme. Pour retrouver la quasi-perfection de la saison 1, cet équilibre doit absolument être préservé. Dans ces 3 premiers épisodes, on a peut-être un peu de mal à identifier une trame centrale, mais il est probable que les différents fils dont l'exploration commence ici via différents personnages se rejoignent par la suite. On sent bien que la traque de Jinx ne peut pas servir d'intrigue centrale, même si la relation des sœurs restera toujours un moteur essentiel pour elle bien sûr. Pour l'instant, on reste sur une dynamique d'invasion de zone par Piltover sous l'impulsion d'Ambessa, mais c'est un ressort dramatique qui a été déjà largement exploré en première saison sous une autre forme. On s'interroge quant au rôle de Victor, transformé en figure messianique par le X-Corps. Deviendra-t-il un nexus autour duquel les intrigues et forces de zone vont s'organiser? On peut supposer que l'impact de l'Arcane sur le monde et celui de la Rose Noire sur les intrigues pourraient rebattre les cartes et les alliances, justement pour éviter une ressucée d'une simple opposition entre cité haute et cité basse. J'espère que Vi pourra sortir du seul état qu'on lui connaît pour le moment, à savoir victime d'un destin qui s'acharne à lui arracher ou à transformer tout ce qu'elle aime, Vander, Powder et maintenant Caitlyn. L'avoir déprimée, c'est sympa pour quelques épisodes, mais bon, je préférais éviter de faire toute la saison sur cette note, sachant que chaque fin d'épisode nous montre Singed, le savant fou, expérimenté sur un hybride humain-loup appelé à devenir Warwick, et que tout laisse à croire depuis la fin de saison 1 que son cobaye n'est autre que Vander, disons que Vi est bien parti pour morfler à donf. Ceci dit, on peut aussi clairement deviner ici un chemin tortueux et délicat pouvant amener Jinx et Vi à collaborer et se retrouver un peu pour l'amour de Vander. Du côté de Caitlyn, que le générique nous montre avec une couronne de pointe dans l'ombre formée par ses mains tournées vers son visage, on a un potentiel intéressant, même si classique, de lutte intérieure entre vengeance sous prétexte d'ordre et capacité à voir au-delà d'elle-même pour embrasser le bien commun. Alors c'est vrai pour le moment, des personnages comme Echo ou Heimerdinger font surtout de la figuration dans des scènes d'exposition sur le lore de l'Arcane, aux côtés d'un Jace dont la direction semble être d'explorer sa relation avec Victor, en veillant sans doute à ne pas copier ce qu'on a déjà vu entre Vi et Jinx. Le design du personnage de Mel est toujours aussi splendide, mais elle manque d'aspérité, il me semble, et ne se définit pour l'instant que dans son opposition à sa mère, ce qui souligne le fonctionnement en duo de personnages qu'on retrouve au travers de toute la série presque. Voilà pourquoi des éléments plus libres comme Echo ou encore la petite fille Isha qui protège Jinx sont des éléments plus libres et imprévisibles qui pourraient amener une incertitude bienvenue dans les actes suivants et pousser d'autres personnages à évoluer. Bien sûr, on a notamment les binômes Isha Jinx et Echo Jace. Ce qui pique le plus ma curiosité pour l'instant, c'est le rapport entre Ambessa, la mère de Mel Medarda, et cette mystérieuse Rose Noire qui la poursuit depuis Noxus, de toute évidence, et qu'on voit prendre possession d'Elora, l'assistante et surtout espionne de Mel. Et je me demande comment la Rose Noire va pouvoir s'imbriquer dans les enjeux de Piltover et Zone, l'instabilité de l'Arcane et les ambitions politiques. Il y aura apparemment un saut dans le temps entre l'acte 1 et l'acte 2, ce qui pourrait nous apporter un peu de surprise dans les nouveaux rapports de force, et le devenir de personnages aussi énigmatiques que Victor notamment. Je vous invite à soutenir le plus possible cette vidéo par vos commentaires, notamment si elle vous a plu, car cela me montrerait qu'il est intéressant que je consacre des vidéos aux actes 2 et 3 quand ils seront disponibles. Je vous rappelle que l'excellente bande dessinée Les Guerres de Lucas est disponible dans toutes les librairies, sachant que vous trouverez un lien vers les marchands en description et en commentaire épinglé. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et au plus tard, ce mercredi qui arrive, pour la critique de Gladiator numéro 2. Salut!